Une musique très légère qui nous donne envie de partir en vacances, hein. Ça, c'est sûr. Mais alors justement, pour bien comprendre par rapport à la notion de vacances en France, la notion de vacances en Chine, déjà le mot en lui-même de vacances, en chinois, si on veut bien comprendre, il se traduit de deux manières différentes. Et donc ces deux manières, elles représentent les deux catégories que vous avez évoquées. Donc la première, c'est Tai Xin Xiujia. Et donc là, ça désigne les congés payés que vous venez d'évoquer et qui sont donc librement pris dans l'année par les travailleurs, en fonction donc de leur nombre d'années travaillées dans la société ou l'entreprise. Et deuxième traduction, les jie qui sont les fêtes nationales. Donc les fêtes traditionnelles chinoises. Exactement, et qui sont alors là, donc à contrario des congés payés, imposés au niveau des dates par le gouvernement. Oui, alors c'est vrai que, bon, alors vous venez de le dire, elles sont obligatoires en fait. On est obligé de partir en vacances, tout simplement parce Mince que... alors. Mince, c'est dommage, alors parce qu'il faut faire une pause. Et c'est aussi le moment de faire tourner en fait le marché intérieur chinois. Parce qu'on s'est rendu compte, notamment pendant la crise de 97, qu'on avait besoin d'avoir une consommation intérieure, un marché domestique. Et pour ça, il faut donner du temps libre aux Chinois, du temps d'aller visiter, d'aller dépenser. C'est comme nous, partout, dans tous les pays, on a besoin de cette économie. Et puis aussi, peut-être, quand on a du temps pour se reposer, après, on est plus en forme pour mieux travailler. Exactement, c'est une bonne chose, ça, c'est une très bonne remarque. Mais alors, du coup, les Chinois, ils se déplacent, donc ils voyagent là pendant ces semaines-là. Et pendant les fêtes nationales, comme je disais tout à l'heure, on assiste quand même, notamment pendant la période du Nouvel An, à des mouvements de masse, en fait, du tourisme de masse, parce que tout le monde utilise déjà les transports en commun. On les voit prendre le bus, les trains, et en fait, on se déplace à la même période, en même temps, et là, on a vraiment une concentration pendant ces périodes-là. Ce qui donne lieu à des photos vraiment très percutantes, notamment une que l'on a choisie pour illustrer cette émission, où on peut constater, quand on a des photos aériennes, des embouteillages qui s'étalent sur des kilomètres sur les routes qui elles-mêmes déjà sont très grandes, avec de nombreuses voies. Et donc justement, dans ces cas-là, c'est non seulement les routes, mais les gares, enfin tous les lieux tous les lieux de transport qui sont, et les transports eux-mêmes. On les voit avec toutes ces valises bouchés. aussi, parce que c'est le moment de ramener plein de cadeaux à toute la famille ou de ramener des choses dans notre village natal. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, je sais que je me souviens avoir assisté à ça, et c'est ce mouvement de population. C'est un peu effrayant même. C'est presque un peu effrayant, ouais. Enfin, il vaut mieux pas être agoraphobe, avoir une peur de la foule. Ça, c'est sûr, tout à fait. Sinon, c'est vraiment pas gagné. Mais malgré cette tendance justement à ce phénomène d'engorgement, il y a une tendance un phénomène inverse qui est en train de se créer, c'est-à-dire que à l'origine, il y avait plus de départs, donc de retour dans les villages bref, vous avez compris ce que je voulais dire, pendant les fêtes traditionnelles. Et donc, à cette époque, pendant ces périodes-là, normalement, il y avait peu de gens qui allaient voyager ailleurs. Et à l'inverse, pendant les périodes de congés payés, il n'y avait pas vraiment de voyage. Enfin, si, il y avait pas de... Il y avait des voyages à l'étranger et du coup, il y avait beaucoup de Alors, fréquentation. Vous voulez dire qu'en fait, il y a surtout là un changement. C'est-à-dire qu'on part plus forcément pendant le Nouvel An, on va voir la famille, mais c'est après, pour les autres fêtes, en fait, qu'on se déplace. Voilà, donc du coup, on essaie d'avoir des temps inversés pour pouvoir fluidifier en fait ce système de tourisme. De manière générale, de toute façon, le nombre de voyageurs reste important. C'est aussi, encore une fois, une question de population. Enfin, c'est pas comparable. Je veux dire, quand on compare les touristes français, les touristes chinois, c'est vrai que c'est pas comparable au niveau du nombre. Alors, du coup, donc, on parlait des congés qui sont d'actualité. Et en fait, ces congés... Ils ont provoqué en fait une réorganisation de la relation entre le temps individuel et le temps collectif. Donc on en parlait là avec ces mouvements, tout le monde ensemble va prendre le temps libre, en fait va prendre son temps libre et partir en même temps. Donc une réorganisation entre le temps libre, temps individuel, temps collectif, temps privé, temps public, travail, pas de travail. Et en fait, quand on parle de travail en Chine, on pense
Bon, alors on pense aux villes, au travail en ville, avec les buildings, un rythme quotidien effréné. Notamment ces travailleurs qui ont installé les matelas dans leur propre bureau. Ah oui? Oui, j'avais entendu parler de ça. Oui, pour pouvoir être directement sur place, gagner du temps. Mais c'est vrai, pour gagner du temps, ça se passe comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de stress, il y a aussi la pollution parce qu'on est en ville, le bruit. Donc voilà, c'est en partie pour ces raisons aussi qu'on part en voyage et on part notamment de plus en plus à la campagne, parce que la campagne est devenue une parenthèse nécessaire. Alors il faut savoir que la campagne dans l'esprit chinois, à l'origine, c'est quand même l'endroit, c'était plutôt, j'ai envie de dire c'était, parce que ça a beaucoup changé. Il faut éviter de partir sur les clichés, je veux justement essayer de revenir sur ça. Et donc la campagne, c'était dans l'esprit chinois le lieu, comme chez nous, c'est les paysans, le lieu un peu arriéré parce qu'ils vont très très vite en ville. C'est vrai qu'il y a une disparité entre les urbains et les ruraux qui est assez importante. Sauf qu'aujourd'hui, on a un total renversement parce que les urbains ont envie de partir à la campagne. Alors du coup, la campagne qu'ils vont vivre n'est pas la même que ceux qui y vivent à l'année, bien sûr. Alors, tout à fait. Donc, la campagne, là, elle est un petit peu fantasmée, on va dire, parce que c'est une campagne aseptisée. Donc, on peut parler d'hygiénisme même. Il y a certains spécialistes qui parlent d'hygiénisme. Et donc, c'est cette campagne qui est pure, qui est verte, où l'air est propre. Une campagne de carte postale, en fait. Voilà, exactement, parfaite. Et donc, pour revenir à Emmanuel Véron, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, il parle d'une campagne donc en triptyque, en fait, une construction d'une campagne en triptyque, donc une construction de A à Z. Donc je vous parlais de cette campagne fantasmée, mais il parle aussi de la campagne rêvée. Donc la campagne rêvée, en fait, c'est cette campagne dans l'imaginaire des Chinois qui fait appel à leurs racines, leur culture, et retrouvée aussi. Et donc, le troisième volet, c'est la campagne retrouvée. C'est on est tous là, on a tous ça en commun. Donc ça, moi, je trouve que c'est assez intéressant de regarder cette organisation de la campagne. Oui, et c'est cette promotion de la campagne qui est aussi faite par le gouvernement, qui est à l'origine du développement du tourisme vert aussi. Alors oui, donc on parle de campagne et forcément, nous, on va parler de tourisme parce que quand on voyage, on fait du tourisme. Et donc les Chinois, afin d'avoir ces belles campagnes, parce qu'il faut répondre en fait aux attentes des clients, je vous parlais de consommation tout à l'heure, si on donne du temps à son peuple, à la population pour qu'ils aillent visiter, il faut qu'il y ait des lieux de visite, il faut qu'il y ait des aménagements. Donc le gouvernement chinois a mis une politique en place où il a en fait aménagé cet espace rural surtout, pour essayer de sortir du quotidien, parce qu'on voit que la forte concentration de la population se situe dans les villes, donc ils vont sortir des villes. Il y a plus de 1 Chinois sur 2 habite en ville. Oui, donc c'est ça, c'est très important. Ils essaient de promouvoir justement ce tourisme vers la campagne. Et donc, il y a du tourisme vert qui se développe à grande vitesse. Notamment, on a pu le constater avec le voyage d'Olivier qui est parti dans le Jiangxi. Dans le Jiangxi, tout à fait. Et en parlant de ça, justement, donc les Chinois, donc les urbains partent, les Chinois urbains partent à la campagne et ils veulent quand même retrouver aussi certaines choses qu'ils ont aussi en ville. Par exemple, il y a des karaokés qui sont installés dans les campagnes. Ensuite, les activités qu'on fait, elles sont quand même bien encadrées. On va aller chercher des fraises, mais on va aller les chercher donc sous des serres avec le petit panier, tout est prêt à l'entrée. Les champignons, c'est pareil, on va aller pêcher, pas de mauvaise tout surprise. est prêt. Voilà, c'est pas finalement dans la nature comme on peut se l'imaginer quand on dit nature. C'est pas on va dire en mode roots, partir comme ça en sac à dos et voilà, c'est quand même quelque chose de très cadré parce que ça permet d'avoir un certain contrôle pour le gouvernement aussi. Oui, et puis c'est rassurant pour une population qui est habituée à avoir tout ça. Ça permet de progressivement revenir à quelque chose d'un peu plus naturel, mais de manière... mais progressive et surtout bien planifiée en fait. Tout est planifié. Mais alors quand on parle de tourisme vert, moi j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit, et je pense que vous aussi Eugénie, c'est le camping, parce que nous on pense à la nature, on pense directement au camping. Et alors je pense que vous avez certainement plus d'éléments que moi sur le camping, mais il est vrai qu'on a du mal à s'imaginer les Chinois en train de faire du camping, parce que pour nous, on les voit, quand nous on les voit en France, les Chinois aiment beaucoup donc l'architecture française avec les dorures, tout ce qui est ancien mais aussi moderne. Et c'est vrai qu'on a du mal à penser
aux Chinois en train de faire du camping. Oui, bah, c'est vrai, mais alors justement, vous parlez d'architecture. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est de constater qu'en Occident, la plupart des personnes ont une espèce de fascination pour l'architecture. Il y a même un espèce de fétichisme architectural, tandis que pour les Chinois, il y a moins cette fascination pour les architectes qui sont un peu considérés comme des génies en Occident. Et du coup, il y a moins ce besoin de se rattacher aux bâtiments et à l'architecture et aux beaux bâtiments pour se souvenir, pour garder en mémoire le passé, l'héritage et donc partager ça. Donc on voit qu'il y a vraiment un rapport à l'espace-temps qui est différent entre Occident, France notamment et Chine. Malgré tout, les Chinois apprécient ça quand ils viennent ici. Mais ce rapport à l'espace-temps forcément est en train de changer avec la globalisation et tous ces phénomènes qui viennent d'homogénéisation. et, et notamment, on peut le constater à travers le tourisme et forcément aussi à travers ce rapport, comme vous venez de l'évoquer, entre la ville et la campagne. Et par exemple, le camping qui devient de plus en plus tendance en Chine et donc ce retour dans les villages.